Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et c'est l'heure d'affaires internationales avec toujours Jules Torres, Victor Hérault et nous accueillons Ksenia Fedorova. Bonsoir Ksenia. Bonsoir Pierre. La perspective d'un sommet Trump-Poutine à Budapest pour préparer la paix en Ukraine s'éloigne. Qu'est-ce qu'on dit de ça chez vous ? En fait, quand vous dites chez nous, chez moi, vous voulez dire en Russie. Par exemple. C'est vrai que j'ai passé quelques jours à Moscou et je peux vous dire que c'est un peu la même chose que chez nous en France. C'est-à-dire que il y a des rapports que ce sommet peut être rapporté. C'est jamais dit que c'est annulé, mais il dit que ça peut être rapporté pour mieux préparer. Parce que, pour Donald Trump, je pense qu'il ne veut pas un simple photo. Et pour Kremlin, Poutine ne viendra pas juste pour le symbole. Si on parle de sommet en Alaska, c'était un sommet de symbole parce que c'était une rencontre entre président américain et président russe depuis une longue rupture des relations diplomatiques, on peut dire. Mais en fait, oui, pour ces sommets-là, pour qu'un tel sommet serve à quelque chose, il faut d'abord définir des points d'accord concrets. Et je pense que c'est ça la problématique aujourd'hui. En tous les cas, le média russe dit que le ministère des Affaires étrangères continue de préparer ce sommet avec les Américains et pas avec les États-Unis. Et oui, alors. J'espère bien finalement on va avoir ces sommets. On ne sait pas exactement quand parce que le travail diplomatique est en cours. Mais c'est vrai que il ne fera qu'ajouter parce que sinon il ne fera qu'ajouter du spectacle sans faire avancer la paix. Et ça c'est la chose plus importante. Alors on va écouter justement Donald Trump, le président américain, qui a déclaré ce matin qu'il ne souhaite pas pour l'instant rencontrer Vladimir Poutine. Non, je ne veux pas d'une rencontre pour rien. Je ne veux pas de perte de temps, donc on verra ce qu'il va se passer. Nous n'avons pas encore pris de décision. Perte de temps, c'est assez fort ça comme mot, Ksenia. Vous savez, c'est exactement ce que j'ai entendu dire de quelqu'un des ministères des Affaires étrangères russes. En fait, un sommet, une rencontre juste pour faire le communication, c'est pas exactement ce que la Russie cherche non plus. Oui. Exactement, pour faire les images. Évidemment que Donald Trump, après le succès, on peut dire succès médiatique que son intervention à Gaza a fait, il ne veut pas faire un rendez-vous avec Poutine qui finalement sert à rien. Il y a plein de choses qui sont pas vraiment il y a plein de choses qui marchent pas à ces moments, surtout entre la décision c'est-à-dire de Vladimir Zelensky. Il y a des informations de chaque côté des Américains et des Russes qui font que les collaborateurs ont dit à chacun des présidents que peut-être que c'était pas le moment. Jules Torres avait une question pour vous. Oui, mais c'est plus qu'une question, c'est qu'en effet, je pense que ce sommet qui pourra avoir lieu à Budapest serait très intéressant parce que ce sera un moment de clarification. On a bien vu que les positions étaient complètement brouillées depuis le sommet en Alaska du mois d'août, que on pensait que la paix était proche. En réalité, on ne le sait pas. On voit que la relation entre Vladimir Poutine et Donald Trump est beaucoup moins cordiale qu'elle n'a pu l'être ces derniers mois. Que on voit bien quand même que les Européens contrôlent beaucoup moins Volodymyr Zelensky qu'il y a quelques mois. Donc est-ce que ce sommet européen en Hongrie sous l'égide de Viktor Orban pourrait avancer à une paix extrêmement concrète, mais à condition de clarifier quand même les positions de chacun ? Ouais, je pense que c'est une bonne idée finalement d'avoir ces sommets, mais vous savez, c'est un cauchemar pour les Européens parce que ces sommets sans l'Ukraine, sans les représentants des coalitions de volontaires, on peut dire, chez Viktor Orban, on connaît très bien sa position, il était toujours pro-relation avec la Russie et il n'était jamais d'accord pour continuer, sponsoriser l'Ukraine dans ces conflits. Donc évidemment que c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout aux Européens non plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, les portes fermées à ces moments, tous les efforts des Européens aussi. Mais je voulais juste dire que je trouvais quelque chose de très intéressant. J'ai regardé une interview d'un ancien conseiller de State Department, le ministère des Affaires étrangères américain. Le département d'État, oui. Département d'État, exactement, James Corden, qui a fait une interview avec Sky News. Et en fait, ce qu'il a dit que
l'Ukraine a déjà perdu la guerre et il dit que les pertes ukrainiennes sont énormes. Et en fait, le fait que Vladimir Zelensky refuse il ne veut pas laisser les territoires des Donbass à Russie. Il a dit une chose qui est aussi très vraie, que ce sont les territoires qui étaient bombardés par Kiev depuis 2014. Et donc, ce sont les territoires russophones. Donc, il y a une chose qui est très importante et la Russie va jamais accepter, en fait, rendre ces territoires. Et Zelensky doit accepter le perte de cette partie de l'Ukraine. Et dans ces cas, ils peuvent avancer vers la paix, mais avant ça, c'est presque impossible, c'est un impasse. Ouais. Victor Hérault. Il y a la question du Donbass, vous avez raison, Ksenia Fedorova, mais il y a aussi, il faut préciser pour nos auditeurs, la raison précise pour laquelle Donald Trump a dit qu'il annulait et qu'il reportait pas dans les jours qui arrivaient prochainement. Il a dit qu'il reportait plus longuement cette réunion avec Vladimir Poutine. C'est parce que Vladimir Poutine a refusé l'appel au cessez-le-feu immédiat en Ukraine. C'est ça le point de départ du désaccord entre Trump et Poutine. Il y a plein de points où ils sont pas d'accord, mais c'est quelque chose que Vladimir Poutine a dit depuis depuis toujours, en fait. C'est cette expérience que la Russie a eue avec les accords de Minsk. C'est quand les cessez-le-feu étaient utilisés pour réarmer les militaires, l'armée ukrainienne. Ce que la Russie ne veut pas, plutôt veut un accord de paix qui va mener vers la paix durable. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, un cessez-le-feu est possible sauf et seulement quand il y a déjà un accord de paix qui va garantir, en fait, que ça sera pas utilisé par les Européens, par l'OTAN plutôt, de réarmer les Ukrainiens. Voilà. C'est ça la problématique de cette proposition. Ksenia Fedorova, nous avons un nouveau chef d'état-major pour les armées françaises. Il s'appelle Fabien Mandon. C'est un aviateur. Et lors de son audition à la commission de la défense nationale à l'Assemblée justement nationale, il estime qu'un choc avec la Russie est à prévoir dans quelques années. On écoute. Le premier constat, c'est que la Russie est un pays qui peut être tenté de poursuivre la guerre sur notre continent. Et c'est l'élément déterminant dans ce que je prépare. La perception aujourd'hui de la Russie, c'est que l'Europe collectivement est faible. Donc moi, le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prête à un choc dans 3-4 ans qui serait une forme de test. Le test existe déjà sous des formes hybrides, mais peut-être plus violent. Si nos rivaux, potentiels adversaires, perçoivent que nous consacrons un effort pour nous défendre et que nous avons cette détermination, alors il peut renoncer. S'il a le sentiment qu'on n'est pas prêt à se défendre, je vois pas ce qui peut l'arrêter en fait. Et malgré la vaillance de nos soldats, malgré la vaillance des soldats ukrainiens aujourd'hui, toutes les semaines, la Russie grignote un peu de terrain. Qu'est-ce que vous en pensez, Ksenia, sachant qu'il y a un adage latin dans les armées qui est « si vis pacem para bellum », c'est-à-dire « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Non, mais je comprends tout à fait le désir de l'Europe de renforcer sa défense. Mais après, quand j'attends le général qui dit que l'armée française doit être prête en choc dans 3 ou 4 ans, je pense qu'il répète plutôt le discours habituel de l'OTAN. Une possible guerre avec la Russie d'ici de 2030. Je pense que c'était Mark Rutte qui a dit ça. Mais vous savez, si cette menace était réelle, pourquoi la Russie attendrait que la France et l'OTAN soient prêtes pour attaquer? En réalité, cette date n'a rien de stratégique, elle est politique. Elle sert à influencer l'opinion publique et à garantir plusieurs années de hausse du budget militaire. Donc, je pense que c'est avant tout un objectif financier industriel et la Russie n'était qu'un prétexte pour accélérer les réarmements européens. Pour prolonger ce qu'a l'air de dire le général Mandon, est-ce que la Russie, par exemple, à votre avis, pense que l'Europe est faible militairement, comme le dit justement le chef d'état-major des armées ? Je pense que c'est difficile pour moi de dire ce que la Russie pense vraiment si on parle de ministère de la Défense, par exemple, mais je peux vous dire que depuis 2022, l'Europe, l'OTAN a envoyé les armements, fait les instructions, conseille l'Ukraine, dont l'intelligence. Est-ce que la Russie pense que l'Union européenne est faible? Non, mais je pense que plutôt, et c'était quelque chose que Vladimir Poutine a dit même avant 2022, que l'Europe est très dépendante des États-Unis et de l'OTAN.
Et en fait, aujourd'hui, on voit ça avec tout ce qui se passe autour des conflits en Ukraine et avec les États-Unis qui dirigent, avec l'OTAN qui dirige un peu la stratégie des pays de l'Union européenne. Par exemple, les hausses de défense, ça vient des États-Unis. Et le vent des armements américains à l'Europe, c'est aussi quelque chose qui Donald Trump impose. Et Ursula von der Leyen qui accepte. Ouais. Jules Torres. Mais c'est vrai qu'il faut prendre avec considération les propos de Fabien Mandon, qui est un général, qui est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans l'armée et dont la parole est fiable. Et il n'a d'autre intérêt que ceux de la France. C'est pour ça que je dissocie sa parole, par exemple, de celle d'Emmanuel Macron, dont on sait que dans ce conflit avec l'Ukraine, il a d'autres vues, d'autres objectifs qui sont pas forcément toujours les intérêts de la France, même si évidemment Emmanuel Macron pense aussi aux intérêts de la France. Mais quand il nous dit qu'il faut se préparer à un choc sous 3 à 4 ans et que c'est la parole du chef d'état-major des armées, moi ça m'amène à me poser une question, c'est que ces gens-là connaissent quand même beaucoup mieux que nous les réalités, la réalité de la menace, la réalité du danger, et je ne crois pas que M. Mandon fasse de la politique, contrairement à Emmanuel Macron. Donc on pourrait se dire que cette déclaration pourrait nous faire peur, et on aurait peut-être des raisons de le penser. Sachant que peut-être que le général Mandon a également vu que le président russe a supervisé à distance, aujourd'hui même, des exercices des forces nucléaires stratégiques russes impliquant des tirs d'essai de missiles en mer et dans les airs. C'est d'ailleurs une annonce du Kremlin, c'est absolument pas secret, Ksenia. Ouais, c'est pas secret, et c'était aussi prévu, il n'y a aucun secret autour de ça. Mais vous savez, ça vient de Russie, de propositions pour prolonger les accords START avec les États-Unis. Ça vient de Russie et de Poutine. Je pense que, pour revenir à ce que vous avez dit, je pense aussi que le général sait beaucoup plus, et je pense que cet échange qu'il a avec les confrères européens et aussi de l'OTAN, il sait quelque chose. Je pense que l'Europe se prépare, je pense que l'OTAN se prépare, mais est-ce que la menace vient vraiment de la Russie? Je ne suis pas sûre. Je pense que la Russie a fait toujours préciser ce qu'elle cherche dans les Donbass, c'est protéger la population russophone qui était bombardée, comme je dis, depuis 2014. Et en fait, il n'y a aucun intérêt, il n'a aussi jamais dit qu'il a un intérêt de rattraper, manger une partie de l'Europe. Mais cette peur, ça existe évidemment, et c'est utilisé en tous les cas pour continuer à renforcer les budgets. Après, écoutez, on verra la Russie utiliser un peu trop à ces moments, et même par Emmanuel Macron, et c'est très utile d'avoir un ennemi d'externe pour justifier beaucoup de choses, et aussi pour rediriger l'attention des problèmes de l'intérieur de la pays pour un peu vers l'extérieur. Ksenia Fedorova.